On a tous en tête cette image hyper frappante générée par IA récemment, celle qui était dans ce fameux rapport publié là le 6 mai 2026. Ah ouais, le rapport de Laurent Faye, Intelligence artificielle, comprendre sans paniquer, agir sans naïveté. L'image en couverture est incroyable. Ouais, l'image est folle. Ça a été fait avec un prompt de, 500 mots, et on y voit un humain debout, pile à la croisée des chemins. C'est ça. Et d'un côté, t'as ce futur technologique ultra radieux, des hologrammes médicaux dans tous les sens, une ville hyper propre, verte, La fameuse utopie tech. voilà. Et de l'autre côté, l'ambiance n'est pas du tout la même. C'est la dystopie totale. Des écrans de surveillance partout, une ville complètement polluée, sombre. Et en fait, cette image résume parfaitement l'enjeu de notre décryptage d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est ni un miracle tombé du ciel, ni une catastrophe inévitable. L'impact qu'elle va avoir dépend à 100% de nos choix humains. Exactement. Et le but de notre exploration aujourd'hui, c'est vraiment de dépasser, tu sais, la peur panique ou bien la fascination un peu aveugle qu'on voit partout. Grave. On veut comprendre ce qui se transforme vraiment dans le monde du travail, l'information et même l'environnement physique. Mais avant d'aller plus loin, je me pose une question. On a connu l'ordinateur personnel dans les années 80. Ouais. On a eu l'arrivée d'Internet dans les années 90. Est-ce qu'on n'est pas, juste au final, face à un nouvel outil? Genre comme l'invention de la calculatrice, mais pour les mots et les idées. Alors, oui et non. Je suis d'accord sur le côté outil. Mais il faut vraiment nuancer avec deux choses. La première, c'est la vitesse d'adoption qui est exponentielle. Et la deuxième, c'est la nature même de cette révolution. C'est une révolution cognitive. Ok, donc c'est pas juste une super calculatrice. Non, c'est bien plus profond. Mais pour comprendre où nous mène cette croisée des chemins de l'IA, il faut d'abord regarder sous le capot. Tout à fait. Parce qu'on peut pas vraiment évaluer l'impact d'un truc qu'on comprend pas. Du coup, démystifions un peu la machine. Allons-y. Déjà, il faut clarifier les termes, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. C'est clair. Aujourd'hui, la seule chose qui existe vraiment, c'est l'IA étroite, ce qu'on appelle ANI en anglais. C'est celle qui fait très bien une seule chose, c'est ça. Exactement. Ensuite, tu as l'IA générale, l'AGI, qui serait capable de s'adapter comme un cerveau humain, mais ça n'existe pas encore. Et la superintelligence, l'ASI, n'en parlons pas. C'est de la pure science-fiction pour l'instant. Voilà, c'est très spéculatif, mais ce qui a tout changé avec le boom énorme entre 2023 et 2025, c'est l'IA générative. Et le point crucial à retenir, c'est qu'elle ne pense pas. Ouais, ça c'est dur à faire avaler parfois, tellement ça a l'air humain quand ça nous répond. Absolument, mais c'est juste du calcul de probabilité. C'est des maths très complexes pour générer la suite logique d'un texte ou d'une image. Le fameux mot qui a le plus de chances d'arriver après le précédent. C'est ça. Ça repose sur le machine learning, le deep learning et surtout l'architecture des transformers. Ah oui, les Transformers, le truc inventé en 2017. L'histoire, on part du test d'Alan Turing en 1950. Ça remonte, hein. Grave. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle les hivers de l'IA. C'est quand les financements se sont arrêtés parce que les résultats suivaient pas, non? Exactement. Grosse désillusion. Et puis, il y a eu le tournant de 2012 avec AlexNet pour la reconnaissance d'images. Et évidemment, le choc ChatGPT fin 2022. Mais du coup, vu que c'est que des probabilités, ça nous amène au fameux problème des hallucinations. Ah bah oui, le grand classique. J'adore utiliser cette analogie. Dis-moi si t'es d'accord. Pour moi, l'IA, c'est comme cet invité à un dîner mondain, tu vois. Le mec hyper sûr de lui. Je vois très bien genre. Il veut absolument briller en société. Et si on lui pose une question sur une date historique qu'il connaît pas, au lieu de dire « je sais pas », il va inventer une fausse date. Mais avec un aplomb incroyable, hein, juste pour pas perdre la face. C'est exactement ça. Je trouve l'analogie parfaite. Parce que, en fait, le modèle de langage, il a horreur du vide. Son but algorithmique, c'est de produire une réponse fluide. Même si c'est faux. Voilà. Et c'est pour ça qu'en 2026, aucune IA n'est fiable à 100% sans vérification humaine. L'invité mondain peut te sortir une aberration avec un grand sourire. Ok, donc on a un moteur probabiliste qui peut se tromper avec beaucoup d'assurance, mais paradoxalement, on regarde les chiffres de 2026 et c'est hallucinant. Les chiffres sont dingues. Le marché mondial pèse autour de 200 milliards de dollars. En France, écoute bien ça, 89% des agents publics utilisent déjà l'IA. Près de 90%, c'est énorme. Mais comment c'est possible? Comment un outil qui peut halluciner s'est intégré aussi massivement dans l'économie réelle en si peu de temps? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la multimodalité.
On n'est plus juste sur du texte. Tu peux parler à ton IA, lui montrer une image, lui faire écouter un son, et elle croise tout ça. C'est l'IA qui est directement embarquée dans nos objets connectés et nos téléphones, quoi. C'est ça. Mais la vraie révolution récente, c'est les agents autonomes. Ah oui, les trucs genre AutoGPT ou Devin. Exactement. Ce sont des systèmes capables de planifier des tâches à plusieurs étapes. Tu leur donnes un objectif global et l'agent va découper le travail, chercher l'info, s'auto-corriger. Il fait sa petite cuisine tout seul. Voilà. Et on voit aussi l'explosion de l'IA verticale, c'est-à-dire des IA spécialisées par secteur. Genre Harvey pour les avocats et le droit, Oui, ou Medpalm pour la santé. Ces IA-là sont entraînées sur des données ultra spécifiques, ce qui réduit énormément les hallucinations. Et là, les gains sont tangibles. On parle de gains de productivité de 20 à 40%. c'est massif pour une entreprise. Et pas que pour la productivité financière. En imagerie médicale, on attend aujourd'hui une précision inédite pour détecter certains cancers très tôt. Ou dans l'éducation aussi. Le tutorat virtuel, personnalisé pour chaque élève, C'est ça, un prof particulier pour tout le monde, patient à l'infini. c'est super beau sur le papier. Mais il y a quand même un truc qui me fait marrer dans le rapport. Il y a cette image très forte. Laquelle? Implanter l'IA dans une organisation qui est déjà chaotique à la base, c'est comme mettre, je cite, un turbo sur une brouette. Ah oui, j'adore cette expression. Mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi la machine magique sauve pas l'entreprise mal structurée? Parce que, en fait, l'IA ne crée pas l'ordre à partir du chaos. Elle amplifie ce qui existe déjà. Si tes processus sont mauvais, que tes données sont mal rangées et que ta communication interne est nulle. Le fameux fichier Excel que personne ne comprend. Exactement. Si tu mets de l'IA là-dessus, tu vas juste générer des erreurs beaucoup plus vite. Tu accélères le désordre. L'IA ne remplacera jamais un bon management. La brouette avec un turbo, elle finit juste dans le mur à 200 à l'heure. C'est très visuel, j'adore. Bon, si le turbo fonctionne bien, on gagne un temps fou. Mais ça pose la question qui fâche. Le travail? L'emploi. Quand la machine fait les tâches de base, ils deviennent quoi les humains qui faisaient ces tâches? C'est là qu'il faut être précis. L'IA, elle détruit très rarement des métiers entiers d'un seul coup. Ouais, on imagine toujours le robot qui prend ton bureau, mais c'est pas ça, hein. Non, c'est pas Terminator. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fragmente les tâches. Ok, c'est-à-dire? Un métier, c'est un ensemble de tâches. L'IA va automatiser les tâches les plus répétitives ou basiques. Du coup, ça érode complètement certains postes d'entrée de gamme. Les fameux métiers érodés. Les traducteurs juniors, les secrétaires, les codeurs qui faisaient de la maintenance de base. Voilà. Pourquoi payer un junior pour faire un brouillon de code si l'IA le fait en 2 secondes? Mais d'un autre côté, ça renforce les métiers de haut niveau. Les médecins, les développeurs seniors, eux, ils ont un super assistant. Et ça crée même de nouveaux métiers comme les prompt engineers ou les auditeurs de biais algorithmiques. Exactement. Mais le vrai problème social là-dedans, c'est le risque de polarisation énorme. Ouais, la fracture. Ceux qui maîtrisent l'IA ou qui ont des métiers non automatisables voient leur valeur exploser. Et les autres, ils se précarisent. Et on touche aussi à un autre truc hyper sensible quand on parle d'automatiser des décisions humaines. Les biais. Ah, la fameuse illusion de l'objectivité. C'est ça. Parce que l'IA, elle apprend sur des données humaines. Et spoiler, les humains sont imparfaits. Très imparfait. L'IA ingère nos préjugés, notre racisme latent, notre sexisme, tout l'historique des décisions passées. Et le danger, c'est de se dire « Ah, mais c'est l'ordinateur qui l'a décidé, donc c'est neutre. Le fameux, c'est l'algorithme qui l'a dit. Ça donne une façade super mathématique et objective à des injustices flagrantes, que ce soit pour un logiciel de recrutement qui va écarter des CV féminins, ou des systèmes de scoring pour les banques ou la justice. » C'est terrifiant. Et c'est un peu le même mécanisme avec la désinformation. Complètement. Avec la génération massive de deepfakes visuels ou sonores, on perd toute confiance. Le rapport le dit très bien. Le vrai risque, c'est même pas de croire un mensonge hyper bien fait. C'est de ne plus croire la vérité, de ne plus croire personne. C'est l'effondrement de la réalité partagée. Mais du coup, on parle beaucoup du risque d'être remplacé par la machine au travail. Mais le vrai risque, le truc le plus insidieux, c'est pas plutôt de perdre notre esprit critique? De devenir intellectuellement paresseux, tu veux dire? Grave. De déléguer notre discernement à la machine parce que c'est plus facile. Résume-moi ce livre, choisis le meilleur candidat. On réfléchit plus. C'est un risque majeur, je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'il est indispensable, mais vraiment indispensable, de maintenir l'humain dans la boucle de décision. L'IA doit être un outil d'aide, pas un oracle qu'on suit aveuglement. Ok, donc si on a des risques sociétaux, de l'emploi jusqu'à la désinformation, il y a forcément une question de gouvernance. Qui tient les manettes de ce truc en 2026?
Pas beaucoup de monde en fait. Le pouvoir est incroyablement concentré. Les fameuses big tech. Ouais. Une poignée d'entreprises privées contrôle les modèles de base, et derrière, t'as aussi une poignée de fabricants de puces, comme Nvidia, qui contrôle l'infrastructure matérielle. Ça, c'est plus, tu peux rien entraîner du tout. Rien du tout. Et ça crée une dépendance extrême, pas seulement pour les petites entreprises, mais pour les États eux-mêmes. Ce qui amène à la géopolitique. Chaque région essaie de réagir à sa façon. C'est ça. T'as 3 grandes salles, 3 ambiances. L'Europe a mis en place l'AI Act. La régulation basée sur les niveaux de risque, c'est ça? Voilà, une approche très protectrice. Si l'IA fait juste des recommandations de films, c'est tranquille. Si elle gère des données médicales ou biométriques, là, c'est très encadré. Et de l'autre côté de l'Atlantique? Les États-Unis. Là, c'est l'innovation compétitive, avant tout. On régule un peu, mais on laisse le marché courir. Et la Chine, j'imagine, c'est encore autre chose. Oui, la Chine mise sur un contrôle étatique fort, tout en propulsant ses propres champions nationaux pour rivaliser avec les Américains. Ok. Mais il y a un aspect de cette domination matérielle dont on parle trop peu, et le chapitre 11 du rapport met les pieds dans le plat, l'environnement. L'éléphant dans la pièce. Ouais. L'IA, c'est pas un nuage immatériel qui flotte au-dessus de nos têtes. Ah non, pas du tout. C'est des data centers gigantesques. Aujourd'hui, on estime que ces centres consomment 2 à 3% de l'électricité mondiale. C'est fou. Juste pour donner un ordre d'idée, l'entraînement d'un modèle comme GPT-3, ça a émis autant de CO2 que plusieurs voitures thermiques roulant sur toute leur durée de vie. Juste l'entraînement. Et c'est sans compter l'eau. La consommation d'eau potable pour refroidir les serveurs est faramineuse. Sans parler de l'épuisement des métaux rares pour fabriquer les puces. Et un exemple qui m'a fait halluciner là-dessus, c'est quand on utilise un modèle géant, surpuissant, juste pour résumer un pauvre email de 3 lignes. Chi énergétique total. Et c'est pour ça qu'on voit émerger le concept de Green Eye, l'IA verte. L'idée, c'est de dire, hey, on n'a pas besoin du plus gros modèle pour tout faire. On adapte l'outil aux besoins. Exactement. Si c'est pour résumer un texte simple, on utilise un modèle beaucoup plus petit, beaucoup moins gourmand, qui peut même tourner localement sur ton téléphone. Choisir le bon modèle pour le bon usage, ça devient un enjeu écologique majeur. Bon, on a vu la promesse médicale, le risque de fracture sociale, le choc énergétique. Comment tout ça va se goupiller d'ici 2030? Le rapport propose 3 scénarios, je crois. Oui, 3 voies. La première, c'est le scénario critique. Le dark mode. Ouais. Fracture sociale massive, domination totale des big tech, la vérité complètement noyée sous les deepfakes et une surveillance généralisée. Ambiance. Et le scénario optimiste? Là, c'est lié au service de tous. Les gains de productivité sont énormes et ils sont soit taxés, soit redistribués. Ça amène une réduction du temps de travail, on forme les gens massivement et on a une régulation très forte et efficace. Bon, j'imagine que la réalité sera entre les deux, comme d'habitude. Tout à fait, c'est le scénario intermédiaire et c'est le plus probable. Une transformation inégale, mais quand même maîtrisée. Le travail devient hybride, la régulation européenne arrive à poser des garde-fous. Mais les inégalités augmentent quand même un peu. Modérément, oui, mais l'humain s'adapte. Tu sais à quoi ça me fait penser? À l'impression 3D, Ah bon? Comment ça? Bah, quand c'est arrivé, on disait « ça y est, l'usine est morte, on n'a plus besoin d'ingénieurs, la machine va tout imprimer toute seule ». et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Au contraire, la machine n'a jamais effacé d'ingénieur. Elle a rendu son rôle d'interprète, son expertise sur les matériaux, encore plus crucial. C'est un super parallèle. Parce que l'IA, c'est pareil. Plus la machine produit facilement du contenu, plus l'éthique, le jugement et la responsabilité humaine deviennent indispensables. C'est ça, on n'a jamais eu autant besoin d'humains pour encadrer la machine. Absolument. Donc, si on doit synthétiser, l'IA, c'est une technologie cumulative qui est très physique, contrairement à ce qu'on pense. Très gourmande en énergie, oui. Elle modifie nos tâches, notre accès à l'information, mais au fond, le vrai cœur du sujet, il n'est pas technologique, il est humain. C'est à nous de décider ce qu'on veut automatiser et ce qu'on refuse de déléguer parce qu'on veut que ça reste profondément humain. Et ça m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. On va se quitter là-dessus. Vas-y, je suis curieuse. Si l'IA devient excellente, voire parfaite, pour analyser, synthétiser et même générer des pensées à notre place, en un dixième de seconde, est-ce que la véritable compétence d'élite du futur, la plus recherchée, ce ne sera pas paradoxalement la capacité à se déconnecter de l'IA? Ouh, intéressant. Ouais, de se débrancher, pour préserver l'effort intellectuel, pour garder cette lenteur, cette friction, qui sont indispensables à l'élaboration d'une vraie pensée humaine, originale et surtout imparfaite. C'est une excellente question à se poser pour la suite. Ce n'est-ce pas? Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante.
Gardons tous l'esprit critique, restons curieux et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage. À bientôt! Salut!